Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire intitulé Négocier son prêt bancaire et ses garanties. En préambule, moi, je voulais vous dire que j'étais très heureux d'être parmi vous pour intervenir sur cette thématique. Plusieurs raisons. Donc, moi, je représente la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne et on est toujours très attaché aux relations qu'on entretient avec la CCI et la CMA. Ça, c'est le premier point. En tout cas, en tant que banque coopérative, on y attache une très grande importance. Et deuxième point, c'est aussi l'impact par rapport au territoire. On est une banque qui s'inscrit et qui s'ancre dans son territoire. Et c'est pour nous très, très important, effectivement, d'accompagner le tissu économique local. Alors aujourd'hui, quelques règles du jeu avant d'arriver sur le sommaire. Donc, ce webinaire, il va durer 45 minutes. Donc, ça va être un timing un petit peu serré. Je vous invite, si vous avez effectivement des questions, à les poser. Vous avez une discussion publique qui est ouverte et donc je tâcherai d'y répondre soit au fil de la présentation, soit en fin de présentation. Et le cas échéant, s'il y a des questions sur lesquelles je n'ai pas pu ou je n'ai pas eu le temps d'y répondre, je vous invite à venir simplement nous rencontrer sur le Salon Go à partir de vendredi en présentiel, où vous aurez vos interlocuteurs Banque Populaire qui seront présents. Alors au sommaire, il y a quatre points. Hein. Ma présentation va s'articuler autour de 4 points. On va s'attarder un petit peu sur la présentation du dossier de financement. Ensuite, on fera un focus sur quels sont les différents types de financement qui peuvent accompagner le créateur ou le repreneur d'entreprise. Également, un focus sur les différents types de garanties qui peuvent accompagner et s'adosser à des lignes d'octroi de crédit. Et on abordera, pour terminer, le risque de défaillance. Alors, en préambule, simplement vous dire que le banquier, c'est un personnage un peu singulier, c'est un partenaire avant tout. Et je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une histoire d'hommes et de femmes avant tout. Vous allez avoir un interlocuteur dans une agence physique. C'est un partenaire qui va être là à la création, durant la vie de l'entreprise, et peut-être aussi vers la fin, qu'elle soit heureuse avec une transmission, ou des fois plus délicate. En tout cas, c'est un partenaire qui aura une vision dans la durée, et vous allez avoir des relations dans la durée avec votre partenaire bancaire. Il a aussi un rôle de financier, puisqu'un banquier, hein, il a 4 grands métiers. Il fait du crédit, il collecte l'épargne, il gère les flux et les moyens de paiement, et il vous propose des solutions d'assurance pour votre activité, pour pouvoir faire face à des aléas. Donc, il va vous aider effectivement à valider la faisabilité de votre action. Il vous donnera quelque part son sentiment. Hein, c'est un premier regard sur votre projet. Qu'est-ce qu'il en pense? Quels sont les points forts? Quels sont les points d'amélioration? Fonction des éléments que vous allez lui apporter, il sera capable de se positionner en vous disant voilà, moi je peux vous financer avec tel et tel outil, mais on les abordera. Ou pas, où il vous dira écoutez, moi dans ces conditions je ne peux pas intervenir, mais en tout cas il aura un langage clair. Et puis il va aussi être en charge de la gestion de toutes les relations que vous allez avoir avec d'autres partenaires, vos clients au travers des paiements qu'ils vont réaliser, les fournisseurs aussi. En tout cas, il est au centre un petit peu de cet écosystème. Et il aura aussi une vision par rapport à d'autres partenaires sur votre sphère privée, puisqu'il sera là pour vos projets professionnels, mais également pour tous les projets de vie que vous pouvez avoir dans le cadre d'une relation bancaire, l'acquisition d'une résidence principale, d'une résidence secondaire, le financement d'une voiture, etc. Donc, simplement insister sur le fait que c'est un partenaire un peu singulier et qui aura une place singulière dans la gestion de l'entreprise. Alors, du côté des attentes du banquier, on y reviendra après, mais ce qu'attend le banquier, c'est déjà que vous croyez à votre projet, que vous sachiez lui vendre, hein, qu'il sente l'enthousiasme derrière le chef d'entreprise.
que vous ayez aussi une réflexion, une maturation par rapport à ce projet, mais là aussi, on y reviendra. Tiens, j'ai choisi telle structure juridique. Bah oui, mais pourquoi? Tiens, je vais prendre tel fournisseur pour ma création d'entreprise d'épicerie, je vais prendre un fournisseur italien. Tiens, oui, mais pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé ces questions? Ça, on y sera attentif. J'y reviendrai aussi, mais il faut que ce soit un dossier, faut qu'on comprenne, hein, concrètement, ça c'est le troisième point. Et il faut qu'on transparaisse pendant l'entretien, hein, qu'on voit que vous ayez compris les tenants, les aboutissants de votre business model, où se situe votre point mort, quelle est votre stratégie pour y parvenir, etc. Tout ça dans une grande cohérence. Alors, je reprécise un peu, je rebondis sur le point que je précisais tout à l'heure. Il y a un truc assez simple. Quand j'ai commencé dans la banque il y a un peu plus de 20 ans, on m'a toujours dit, si tu ne comprends pas, tu ne finances pas. Je crois que oui, hein, le banquier, c'est ça. Il faut travailler vraiment votre discours en étant clair, pertinent, cohérent. On a besoin de comprendre ce qu'on finance. C'est simple, mais là aussi, j'enfonce des portes ouvertes, mais j'en profite pour le préciser. On a aussi c'est ce qui est marqué effectivement sur cette slide. Ce qui est important, c'est aussi votre environnement personnel, vos motivations, qui vous êtes, hein, quelque part d'où vous venez et comment ce projet vous est venu. Ça, c'est important dans la présentation, dans les premiers échanges. Et je l'ai déjà dit, mais j'y reviendrai encore après, quel est le degré de maturation du projet, voilà, que vous soyez capable d'expliquer l'activité, d'exposer avec des exemples concrets, etc. Mais j'y reviendrai un peu plus tard au niveau de maturation du projet, mais ça, c'est un point important. La présentation du dossier de financement, donc ça revient un petit peu sur la maturation du projet. Alors, qu'est-ce que doit contenir votre dossier? Ce qui est important, et une des premières questions que le banquier va vous proposer, c'est simplement de vous connaître. Je m'explique, il faut qu'il y ait quelque part une cohérence entre le porteur de projet et le projet en lui-même. Si par exemple, vous souhaitez vous lancer dans la restauration en créant un restaurant, mais que vous n'avez aucune expérience, ni de service, ni de restauration, ni en tant que cuisinier, et que vous n'avez jamais navigué autour de cet environnement, ça va pas nous faciliter la tâche. Voilà, donc c'est ça. On passe beaucoup de temps là-dessus finalement pour comprendre qui vous êtes, votre situation. Est-ce que quelque part il y a une situation financière aussi qui est sécurisante? Que fait le conjoint? Quelle est votre formation initiale? Est-ce que vous avez finalement fait une formation peut-être dans le commerce ou alors en ingénierie, spécialisée dans certains types de domaines, par exemple comme le soudage, etc. Et puis finalement, c'est cohérent avec votre profil de vouloir être chef d'entreprise dans une entreprise de construction métallique, par exemple. L'expérience, ça aussi, c'est un point hyper important. Chez qui vous avez travaillé, combien de temps vous avez travaillé là-bas, qu'est-ce que vous en avez appris? On va vraiment passer beaucoup de temps sur cette partie-là pour essayer de comprendre finalement qui vous êtes et est-ce qu'il y a une cohérence entre l'homme et le projet. Ensuite, une fois qu'on a passé ce point-là, l'autre point important, c'est un petit peu les produits et les services proposés. J'ai envie de dire, c'est aussi où est-ce que vous inscrivez dans la chaîne de valeur. Voilà, est-ce que vous êtes sur un marché porteur? Tiens, j'ai un chef d'entreprise qui vient et qui me dit je vais me lancer dans la distribution de courrier. Bon, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt un marché qui est déclinant. Ou à l'inverse, quelqu'un qui va se lancer dans le marché de livraison de colis, bon, intuitivement, j'aurais plutôt l'impression que c'est un marché qui est porteur et en évolution. Donc, c'est important de vous positionner, qu'on puisse comprendre, tiens, le marché, il est plutôt avec une tendance à la hausse ou plutôt une tendance stagnante ou alors à la baisse. Après, ce n'est pas rédhibitoire. Il y a aussi des niches là-dessus qui peuvent être intéressantes. On attache aussi une importance à la réalisation éventuellement d'une étude de marché. À l'étude de la réglementation, ça peut être un point important, voire déterminant dans certaines activités. Plus que les résultats, ce qui nous intéresse, c'est de voir que vous avez réalisé l'effort, que vous êtes posé les bonnes questions finalement. Est-ce que j'ai des concurrents? Oui, non. Qui sont-ils? C'est quoi leur positionnement? C'est quoi vos plus par rapport à vos concurrents? Trop souvent, ça peut arriver, on a des porteurs de projets qui n'ont même pas fouillé le point là. Là encore, c'est pas rédhibitoire, mais bon, on y est attentif.
Bien se poser la question qui va être votre clientèle finalement. Les fournisseurs aussi, ça peut avoir un impact. Veillez si vous avez des projets où il y a des achats à faire, etc., à vous renseigner aussi sur la qualité des fournisseurs, sur la solvabilité, notamment, est-ce qu'ils sont solides, sur leur fiabilité aussi, hein. Est-ce que ce sont des fournisseurs qui ont quelque part une bonne éthique, voilà, il faut regarder ces points-là, surtout si les achats peuvent être importants. Après, on s'attardera sur la partie commercialisation, hein. C'est important de comprendre, tiens, votre mode de commercialisation, quel est-il? C'est quoi? C'est du digital, full digital, ou alors c'est du phygital, c'est les deux, c'est du click on mortar, comme on disait auparavant. C'est j'ai un point de vente physique, puis je m'adosse en même temps à une opération de click on collect, par exemple, où j'ai un site marchand. Ça, c'est des points importants et je crois que la crise sanitaire, elle a mis aussi en lumière cet aspect-là sur la commercialisation, sur la présence digitale, tout en maintenant le lien physique qui est quand même hyper important. Voilà, ensuite, il y a la politique d'innovation. Tiens, dans la chaîne de valeur, comment vous positionnez? Vous êtes plutôt... non, moi, je suis négociant, hein. Mon métier, ça consiste j'achète des marchandises et ma valeur ajoutée, c'est de les revendre, de les reconditionner et de les revendre de manière adéquate à une clientèle que j'ai ciblée. Ou alors, non, moi, je suis plutôt dans la recherche et développement et voilà, mes clients, ça va être des entreprises B2B. En tout cas, c'est important de comprendre, voilà, au niveau innovation, chaîne de valeur, où est-ce que vous en êtes. Et puis aussi, la crise sanitaire, elle nous a appris un autre point, c'est la capacité des porteurs de projets, et ça, on essaye de le mesurer, c'est à pivoter. Voilà, on s'est aperçu avant la crise, il y avait des business models qui étaient très rentables, très, très pérennes, et puis tout à coup, la crise a un peu bouleversé, la crise sanitaire a un peu bouleversé tout ça, et puis on a des chefs d'entreprise qui ont très très bien réussi à pivoter en développant par exemple des solutions de click and collect, en mettant en place tout un certain système qui leur permettait de continuer, bref, en s'organisant, en pivotant, et ça c'est un point important. Après, je vais passer assez vite, mais c'est la structure choisie au niveau de votre entreprise. Voilà, ça faut que ce soit clair dans votre esprit, avec qui vous allez travailler, comment c'est organisé, quelle va être, je l'ai abordé, la structure physique. J'ai besoin de locaux, j'ai besoin d'outils, j'ai besoin de machines. Ça aura un impact sur le plan de financement, structure digitale. Voilà. En tout cas, il faut qu'il y ait une réflexion qui soit faite à ce niveau-là. Et ensuite, il y a un point important, c'est le plan de financement. Le plan de financement, là, il faut vraiment que vous passiez du temps là-dessus. Il faut que vous chiffriez quelque part quels sont les investissements machines, les locaux, tous ces points-là vraiment chiffrés très précisément. Il faut intégrer là-dedans du besoin en fonds de roulement. Finalement, un besoin en fonds de roulement, c'est quoi? Par exemple, dans une entreprise B2B, c'est j'ai des clients B2B, ok, moi je livre la marchandise, mais ils ne me payent que 45 jours après. Donc, concrètement, si je n'ai pas un fonds de roulement qui me permet de payer cash la marchandise, puisque mon fournisseur ne me connaît pas encore, et si je n'ai pas ce fonds de roulement qui me permet de faire le tampon entre le moment où je paye la marchandise et puis je la revends avec la marge derrière, ça peut mettre en difficulté la structure. Donc, passer du temps à définir le besoin en fonds de roulement. Et puis, troisième point qui n'est pas marqué sur slide, mais c'est prévoir une enveloppe un petit peu de supplément. Voilà, on va dire qu'il y a toujours des surprises quand on lance une entreprise, et de se réserver une poche de 5% du total du plan de financement, moi, c'est le conseil que je vous donne parce qu'il y a toujours des aléas qu'on ne peut pas forcément prévoir et mettre sur papier. Ensuite, il faut que vous nous transmettiez effectivement l'activité prévisionnelle, un bilan, un compte de résultat. Donc là, n'hésitez pas à vous appuyer sur la CCI, sur la CMA, sur les réseaux d'experts comptables. C'est hyper important pour nous. Ça nous permet de comprendre en fait quel est le volume d'activité que vous allez générer. Comment, hein, si on part du chiffre d'affaires, c'est bien comprendre, ok, vous partez sur 200 000 de chiffre, mais comment est-ce que vous allez y arriver? Et ça, c'est important pour nous de comprendre sur quelle hypothèse vous êtes basé. Pour un restaurant, je suis parti sur 40 couverts par jour, avec un panier moyen à 25 €, sur une base de 240 jours ouvrés par an. Bon, ok, on se dit, tiens, ouais, c'est à peu près comparable à ce que je vois dans le secteur.
Et en tout cas, ça, c'est un point important de venir avec un prévisionnel, notamment si vous avez des besoins de financement derrière. Et après, voilà, de là, ça nous permet de voir, une fois qu'on a toutes les charges fixes et variables qui se défalquent en dessous, de voir quel est le point mort. Et même pour vous, c'est hyper important. Le point mort, c'est quel est le chiffre d'affaires que je dois faire au minimum, finalement, pour arriver à zéro. Ça, c'est des points importants dans la présentation du dossier de financement. Ensuite, en deuxième partie, sur les différents types de financement qui peuvent exister, le premier principe, c'est ce que j'appelle l'adéquation des besoins. Je m'explique. On finance des besoins en court terme par des financements en court terme. À l'inverse, on va financer des besoins à moyen terme par des financements long terme. En clair, de manière imagée, ça veut dire que vous n'allez pas financer un bâtiment avec du découvert. Un bâtiment, c'est plutôt sur 15 ans, sur 10 ans, que vous allez le financer. Vous n'allez pas le financer par du découvert, c'est un non-sens. Donc, une fois qu'on a vu ce principe, il y a différents types de financements qui peuvent exister. Le premier, ça c'est quelque chose que le banquier aime bien, c'est les fonds propres. Les fonds propres, c'est marqué ici, ce sont les apports effectués par les propriétaires dans l'entreprise. Ça a un impact important sur la solidité financière et l'indépendance vis-à-vis des tiers. Les fonds propres, si vous voulez, c'est comment vous dire, voilà, c'est votre degré d'indépendance vis-à-vis des tiers. C'est important d'avoir une entreprise avec des fonds propres qui sont quand même conséquents. Si on devait comparer, ça traduit aussi la solvabilité de l'entreprise. Et la solvabilité de l'entreprise, ça vous permet quelque part de faire face à des aléas. Alors, la nature des fonds propres, c'est quoi? Ça va être, par exemple, le capital social. Ça va être, on considère comme des fonds propres ou quasi-fonds propres les comptes courants d'associés. Ce sont quelque part des apports que vous allez constituer au niveau de la société. Et au fil du temps, donc, ça va être aussi l'incorporation des résultats qui ne sont pas distribués et qui sont mis en réserve, qui vont améliorer quelque part l'indépendance du chef d'entreprise vis-à-vis des tiers. L'origine des fonds propres, bon, là je détaille assez vite, c'est l'épargne, c'est des prêts éventuellement qui peuvent vous être octroyés, notamment par les plateformes d'initiative locale, par exemple, qui peuvent booster un petit peu votre apport. Ça peut être du capital risque, ça peut être des subventions. En tout cas, ça c'est un point important, notamment si vous avez des levées de financement à réaliser. Ça traduit aussi le degré de confiance que vous avez dans votre entreprise. Quelqu'un qui veut lever 50 000 euros de prêt bancaire et qui a 50 000 euros de fonds propres, on se dit, il y croit. Quelqu'un qui veut lever 100 000 euros de prêt bancaire et qui a 1 euro de capital social, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas, mais ça traduit quand même quelque part une confiance relative du porteur de projet dans l'entreprise dans laquelle il souhaite se lancer. Alors, je poursuis sur les différents types de financement. On parlait tout à l'heure du financement court terme et de la bonne adéquation. Un des premiers financements que vous pouvez solliciter, donc c'est ce qu'on appelle le découvert. Le découvert, il a vraiment vocation à financer un petit peu les aléas. Souvent, on aime bien le borner, nous, à 15 jours de chiffre d'affaires maximum. On aime bien l'octroyer auprès de porteurs de projets, soit qui ont déjà un bilan, ou alors sur des activités qu'on connaît déjà. Le découvert, en fait, il vous permet de financer un petit peu le délai client ou peut-être l'argent dans la caisse que vous avez si vous avez un restaurant, pour éviter d'aller déposer tous les jours à la banque. Vous pouvez très bien attendre quelques jours et faire ça de manière plus sereine. Par rapport au découvert, on a un autre système de financement, c'est l'escompte ou l'affacturage. Alors, l'escompte ou l'affacturage, en fait, ça vous permet de mobiliser quelque part des créances que l'entreprise détient sur ses clients, par exemple. Je prenais l'exemple d'une entreprise B2B. Imaginons que vous faites des prestations pour une grande boîte cotée au CAC 40. Voilà, vous êtes chef d'entreprise, vous faites une prestation.
vous engagez des frais, etc. Il faut vous déplacer, il faut payer l'hôtel, etc. Puis, en fait, une fois que vous avez fini votre prestation, l'entreprise B2B cotée au CAC 40, elle vous dit, bah voilà, envoyez-moi la facture. OK, vous émettez la facture et à ce moment-là, ils vous disent, oui, mais nous, dans nos conditions de règlement, on paye à 45 jours. Et bien, vous allez, avec l'escompte ou la facturage, ce sont des techniques de financement qui vont vous permettre d'apporter ces factures à votre banquier. Et votre banquier, ce qu'il va faire, il va vous dire, bah voilà, j'ai vu que vous aviez une facture, par exemple, de 50 000 euros. Et ben moi, je vous propose de vous avancer, de vous donner tout de suite 49 000 euros. D'accord, 49 500 par exemple, et les 500 euros restants, c'est un exemple, hein, je n'ai pas le chiffre exact, par exemple, ce serait des intérêts. Voilà, mais ça vous permet de travailler avec cette trésorerie, et la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Je conclurai d'ailleurs après là-dessus, mais si on devait avoir une image, quelque part, les fonds propres, c'est un peu la solvabilité. On peut s'en passer de temps en temps, c'est un peu comme ne pas manger, hein, on peut tenir quelques jours. La trésorerie, à l'inverse, c'est pas comme pas manger ni comme pas boire, c'est comme si vous vous dites, bah non, je ne respire plus. Alors on peut ne pas respirer quelques minutes, mais ça s'arrête assez vite. Alors je poursuis sur les différents types de financement, là, moyen long terme. Bon, là, c'est du classique. Vous avez le crédit moyen terme de 2 à 7 ans qui est destiné à financer du matériel, des travaux d'agencement, un achat de fonds de commerce, par exemple. Je mets une petite nuance sur certains types d'activités au niveau de l'acquisition d'un fonds de commerce où on peut être amené à aller sur des durées plus longues. Je pense notamment, quel que soit le réseau bancaire, mais je pense notamment aux fonds de commerce de type hôtel, au type pharmacie, où on est souvent amené à aller sur des durées de 10 ans, voire 12 ans des fois pour certaines pharmacies. Donc ça, c'est le crédit moyen terme. Ensuite, à côté de ça, vous avez le crédit long terme qui est destiné à financer des bâtiments pour des structures d'activité. Là, on échelonne entre 7, 15 ans. Voilà, c'est marqué 7, 12 ans, mais c'est plutôt 7, 15 ans maximum sur l'investissement professionnel. Au-delà de ces durées, voilà, on considère que ça fait quand même un peu long. Après, il y a toujours les exceptions qui peuvent exister, hein, bien sûr. Alors, le crédit bail, notamment pour les créateurs ou les repreneurs, ça, c'est une solution qui est assez intéressante aussi, puisque ça permet à la banque et aux porteurs de projets de bien cadrer le risque de l'opération. Je m'explique, dans le crédit bail, la banque, en fait, elle reste propriétaire de la machine, par exemple du véhicule. Hein, vous lancez le chef d'entreprise, vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, aller chez les clients. Et ben, la banque, dans le cadre du crédit bail, c'est elle qui va être propriétaire du véhicule, donc elle est bien garantie, et elle va, en fait, par un mécanisme de loyer, hein, elle va vous mettre à disposition le véhicule que vous pourrez racheter effectivement à la fin de la location, hein, quelque part à la fin du contrat de crédit bail. Donc ça présente quand même un avantage, c'est que c'est un facilitateur de financement, le crédit bail. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant pour certains porteurs d'entreprises. Ensuite, un peu voisin, vous avez la location longue durée, où là, ça présente un avantage en termes d'effort de trésorerie par rapport au crédit bail, puisque la charge sera moins importante qu'un crédit bail, mais la contrepartie, c'est que vous n'aurez pas la possibilité d'être propriétaire à l'issue de la location. Mais ça peut être un système de financement qui peut avoir son utilité suivant les projets. Alors, à côté des financements bancaires, vous avez aussi des financements, ce qu'on appelle aidés, des financements aidés portés par les territoires qui composent notre écosystème. Donc, vous avez dans cet environnement les plateformes d'initiative locales. Là aussi, nous, c'est un point fort pour nous de voir un porteur de projet qui passe par ce type de structure. Ça permet en fait aux porteurs de projet d'avoir des prêts donneurs complémentaires, hein, qui vont à taux zéro, qui vont lui permettre d'augmenter quelque part son apport et ses fonds propres. Hein. Donc ça, on regarde toujours ça d'un œil plutôt positif, puisque ça vient renforcer quelque part le projet, le structurer.
Et puis aussi, vous avez, pour bénéficier de ces prêts d'honneur, un jury, un crash test, qui vous permet aussi des fois de continuer à bien mûrir le projet, à vous poser les bonnes questions. En tout cas, nous, voilà, c'est quelque chose d'important qui nous semble important. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. En complément, on a aussi des partenariats avec les associations pour le droit à l'initiative économique. L'idée étant d'accompagner avec des systèmes de microcrédit. Et l'objet de ces associations, ça vise l'inclusion bancaire, l'inclusion économique de tout porteur de projet. Bon, je passe assez vite. Ensuite, il y a le prêt nouvel accompagnement à la création, reprise d'entreprise, NACRE, France Active, etc. Là, je vous invite à contacter vos interlocuteurs CMA, CCI, qui sont très, très bien placés pour vous expliquer tous les financements aidés finalement auxquels vous allez pouvoir postuler, être éligible. Autre type de financement, c'est ce qu'on appelle les financements participatifs qui, dans certains cas, peuvent aussi être intéressants. Financement participatif, donc c'est une plateforme qui va mettre en relation des porteurs de projets et des investisseurs, hein, ça ne va pas être des épargnants. C'est ce qu'on appelle de la finance désintermédiée. Et le financement participatif, en fait, ça vous permet quelque part d'aller booster vos fonds propres ou alors de trouver une source de financement en prêt complémentaire. Voilà, donc ça peut aussi apporter une certaine visibilité dans certains projets. En tout cas, c'est quelque chose qui peut aussi être étudié et que voilà, nous, banquiers, on regarde ça plutôt aussi de manière positive, puisque quelque part, on se dit, tiens, un financement participatif qui a fonctionné, c'est qu'il y a d'autres personnes et le public, quelque part, y croit. Alors, qui dit banquier dit garantie. Les différents types de garanties. Bon, je rappelle que la banque, contrairement au financement participatif où c'est de la finance désintermédiée, la banque, c'est de la finance, ce qu'on appelle intermédiaire. Hein, il y a un intermédiaire, c'est la banque, entre les épargnants et les agents économiques à besoin de financement, donc les porteurs de projets notamment. Et donc, en fait, pour assurer quelque part le fait qu'on puisse rendre l'argent à nos clients épargnants, on prend des garanties sur les crédits qu'on octroie. Donc, il y a différents types de garanties. Vous avez les garanties réelles, telles que l'hypothèque, le privilège de prêteur de deniers. Donc là, ça porte sur des terrains, sur des bâtiments industriels, sur des résidences principales. Et ça, c'est une inscription qui se fait chez le notaire. Vous avez ensuite des nantissements. Alors, on peut nantir plusieurs éléments. Ça peut être pris chez le notaire ou sous seing privé. On peut nantir un contrat d'épargne, type assurance vie. Bon, ce n'est pas le plus courant sur le chef d'entreprise, mais dans certains cas, ça peut être judicieux. On peut nantir également ce qu'on appelle un fonds de commerce. Un fonds de commerce, en fait, quelque part, on va s'octroyer une capacité à pouvoir en cas de difficulté, quelque part avoir on va le dire comme ça, un droit de préemption sur le droit au bail, où est implanté le fonds de commerce. Hein. La valeur d'un fonds de commerce, c'est vraiment le droit au bail et l'emplacement. Hein, c'est l'emplacement. Ça peut avoir une vraie valeur dans certains cas. On peut faire des nantissements sur stock, c'est moins courant aussi. Sur les parts sociales, hein, si vous rachetez une entreprise par LBO, on peut nantir les parts sociales en garantie. On peut nantir du matériel, du compte bancaire. Autre caution, souvent qui est très usitée, voilà, autre garantie, pardon, c'est la caution. Donc une caution, c'est un engagement fort du chef d'entreprise qui démontre au banquier voilà, qui croit aussi dans son projet et qu'il est prêt à s'investir personnellement sur ses revenus, sur son patrimoine, en cas de défaillance de l'entreprise. Donc, en tant que banquier, effectivement, on aime bien, suivant les montants, bien sûr, avoir un bout de caution du porteur de projet, c'est rassurant pour tout le monde. Autre type de garantie, qui est quelque chose qu'on affectionne beaucoup, ce sont les sociétés de cautionnement mutuel. Donc, avec la Banque Populaire et la Chambre des métiers, on est très heureux d'avoir créé la SCAMA. L'idée étant de pouvoir favoriser l'accès au crédit
l'accès au crédit en offrant une garantie finalement qui vient solidifier la surface, en tout cas les garanties du crédit. Donc c'est aussi la SOCAMA, c'est quelque chose de facilitateur dans l'octroi des crédits, dans l'appropriation des crédits. Elle s'adresse aux artisans, aux commerçants, qui soient en affaires personnelles, en société. On peut financer, grosso modo, à peu près tout, c'est ce qu'il faut en retenir. Également des transmissions, des reprises, du matériel, un petit peu de BFR, etc. Quelque part, ça va faciliter, puis ça va limiter surtout la caution du porteur de projet. C'est quelque chose en tant que banque coopérative qu'on a créé avec la Chambre des métiers parce que l'idée c'était de limiter quelque part, il y en avait deux, c'était de limiter l'engagement des cautions des porteurs de projets, les limiter et de faciliter l'octroi des crédits, faciliter la solvabilité des porteurs de projets. Mais il n'y a pas que la SOCAMA qui existe, vous avez aussi BPI, avec BPI France, qui va pouvoir aussi cautionner les jeunes entreprises, les créations, les reprises, les développements, contre-garantir jusqu'à 60-70% suivant la typologie. Là, je vous invite à vous renseigner auprès de vos interlocuteurs bancaires, simplement pour vérifier quelle est la quotité qu'ils peuvent contre-garantir. Vous avez, c'est aussi quelque chose d'important parce que quand les chefs d'entreprise, on a aussi nos proches, vous avez les assurances liées au crédit. Là aussi, c'est vous prémunir contre les aléas en cas de décès, en cas de perte totale irréversible d'autonomie, en cas d'incapacité de travail. Voilà, nous, c'est quelque chose sur lequel on est très attentif. C'est important, voilà, si vous arrive un pépin, que les échéances de crédit, elles continuent à être remboursées et prises en charge par l'assurance. Autre point, donc c'est la protection type homme-clé. Donc là, ça vous permet de couvrir des personnes qui sont jugées clés dans l'entreprise. Ça peut être par exemple, vous lancez dans un restaurant, vous êtes plutôt vous spécialisé dans la partie sommellerie et service, mais vous avez besoin d'un cuisinier. Et si jamais ce cuisinier il lui arrivait quelque chose, vous avez conscience que votre activité elle risquerait d'être fortement perturbée. Donc là, vous avez la possibilité de l'assurer avec un capital, et c'est l'entreprise qui bénéficierait de ce capital en cas de sinistre. Ça peut être déterminant et on a malheureusement des fois vu des entreprises couler ou en tout cas être en sérieuse difficulté suite à la disparition d'un homme clé. C'est surtout difficile quand c'est l'accident. Ça peut être très rapide et là, ça peut mettre fortement en difficulté une entreprise. Alors, le risque de défaillance, ce qu'il faut avoir à l'esprit, voilà, c'est être chef d'entreprise, c'est une super aventure, ça c'est clair. Je crois que c'est une façon de se rechercher, de se trouver, etc., de pouvoir s'inscrire dans son territoire, mais ça comporte aussi des risques, puisque c'est une entreprise sur deux qui ne franchit pas le cap des 3 ans. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut quand même essayer de se poser les bonnes questions au départ. Et puis les raisons, quand on les analyse, c'est souvent un peu les mêmes. La première, c'est l'insuffisance de fonds propres pour faire face aux aléas. Alors les aléas, je vous en ai cité quelques-uns, ça peut être un retard de fabrication qui vous permet pas quelque part de facturer, d'encaisser le chiffre d'affaires. Ça peut être un décalage de trésorerie lié à tiens, c'est mis plus bas, à un impayé ou alors à des difficultés de paiement d'un client. Ça peut être des intempéries qui vous empêchent d'aller couper le bois, par exemple en forêt, pour tous ceux qui ont des activités de bûcheronnage. Ça peut mettre en difficulté, et avoir des fonds propres assez élevés, ça permet d'encaisser ces aléas. Et les aléas, il y en aura forcément. Ça, c'est le principe. Ça peut être aussi une mauvaise publicité suite à l'insatisfaction de la clientèle au regard des prestations. Voilà, c'est un client qui vient chez vous et puis il ressort, il a mal été accueilli, ça s'est pas bien passé. Voilà, quand ça se passe pas bien, surtout avec les réseaux sociaux, ça peut faire du bruit. Ça peut être l'impayé, je l'ai cité, là ça peut mettre en difficulté fortement une entreprise. Pensez pour les entreprises qui font du B2B que vous avez la possibilité de couvrir ce risque,
de vous assurer. Je crois que ça peut être important, en tout cas de le faire, surtout en ces temps de pandémie. Autre point qui est plus difficile à cerner pour le banquier et pour les porteurs de projets, mais c'est la mésentente des associés. Voilà, ça c'est aussi un des cas qui fait que l'entreprise elle périclite. Vous avez par exemple deux associés et puis il y en a un qui est super impliqué, l'autre moins, ça crée des dissensions, ils sont pourtant à 50-50 dans le capital, etc. Ça c'est important, voilà, de bien poser les choses, de bien savoir, ok, là on est en phase, on va se lancer dans ce projet, on s'associe, mais concrètement, comment on fait si on s'entend plus? Je crois que c'est des questions qu'il faut se poser. Comment on gère ce départ? Comment ça se passe si ça ne va pas bien? Je crois que ça, c'est des questions qu'il faut se poser au départ et pas après. Ça peut être le départ, je l'ai cité, de l'homme clé de l'entreprise, soit de départ volontaire, soit subi, décès, accident, etc. Enfin, ça peut être aussi la mauvaise gestion. Ça arrive, hein, ça arrive aussi, où on a mais de moins en moins, mais on a des fois des chefs d'entreprise qui confondent chiffre d'affaires et puis résultat, et qui piochent un peu trop, de manière un peu trop importante dans les fonds de l'entreprise et qui peuvent mettre du coup en péril la structure. Voilà, alors pour conclure, effectivement, votre banquier, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça reste un partenaire privilégié de votre réussite. Il est là, il va être là quand ça va bien, il va être là quand ça va moyennement, ou quand ça va pas bien. En tout cas, il est là. C'est votre interlocuteur, il pourra toujours avoir le dialogue avec vous. Des fois, il sera d'accord, des fois, il sera pas d'accord, mais il vous le dira. Et c'est important, voilà, de continuer à garder faut toujours garder la relation de toute façon avec son banquier. Autre point que je voulais aussi mettre en avant, c'est que la présentation de votre dossier, elle est déterminante finalement pour le banquier, pour l'octroi du crédit. Bon, je le rappelle, mais le dossier, c'est un peu le reflet de votre réflexion personnelle. Voilà, il présente effectivement le projet économique, mais aussi l'humain. Il faut bien qu'il y ait une cohérence dans tout ça, ou en tout cas qu'on la sente transparaître. Nota bene, prévoir des délais suffisants pour une étude sereine de votre dossier. Ouais, ce que je veux dire par là, c'est que l'octroi de crédit, il y a des dossiers, voilà, en 48 heures, 72 heures, c'est pas un souci, on va très vite pouvoir vous dire, ok, on y va pas. Il y a des dossiers, par contre, où ça peut durer un peu plus longtemps. Donc, c'est bien l'avoir à l'esprit. Aussi qu'il y a plusieurs possibilités qui existent pour financer les besoins de l'entreprise, notamment avec les financements aidés, ou alors les fonds propres, ou alors le prêt bancaire. Et puis, je terminerai là-dessus, c'est la trésorerie, donc c'est le nerf de la guerre. C'est comme respirer. Si on n'a pas de trésorerie, ça peut vite être très, très, très compliqué. On a des fois des entreprises solvables, rentables, mais ils n'ont plus de trésorerie. Et malheureusement, c'est comme sans oxygène, on ne tient pas longtemps. Donc, dans votre plan de financement, intégrez bien votre besoin en fonds de roulement, veillez aussi à intégrer de l'aléa, etc. Et ça se passera bien. Voilà en tout cas, moi, les éléments que je souhaitais partager avec vous. En tout cas, j'étais très heureux de pouvoir faire cette présentation. Et alors, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, hein, parce que j'ai encore 5 minutes dans le timing. Donc, je reste à votre écoute. Alors, je vais les reprendre un petit peu. Là, je suis en train de regarder les questions. Alors, j'ai Mélis57. J'ai peu d'apports, mais mon projet est subventionnable à 80% par la CAF. Est-ce que c'est pris en compte par la banque? Alors oui, oui, mais par contre, effectivement, il faut le documenter. C'est-à-dire, ça c'est souvent dans les activités type crèche, etc. Par exemple, il faut regarder si la CAF peut vous donner un papier qui va quelque part matérialiser l'engagement qu'ils prennent avec vous. Mais en tout cas, oui, c'est pris en compte. Le capital risque, j'ai Adrien qui me demande qu'est-ce que c'est que le capital risque. Alors,
C'est un peu différent de la banque telle que je l'ai présentée, des financements classiques. Hein. Là, je vous ai parlé quelque part du prêt bancaire. Le capital risque, c'est aussi souvent des banquiers, mais c'est ce qu'on appelle la banque de financement et d'investissement, où vous avez des capital risqueurs qui vont intervenir au capital. Donc là, le degré d'implication, il est plus fort, le risque est plus élevé. Et par contre, ils vont directement prendre une part au capital. Merci David, merci pour mon intervention. Combien coûte la solution Socama? Alors, elle est très compétitive. Je vous inviterai effectivement à regarder, peut-être à nous poser la question lors du Salon Go, mais il faut le comparer aux autres sociétés de cautionnement type BPI, etc. Mais la Socama, alors j'avais fait le calcul il y a pas trop longtemps. Là, je vous donne le chiffre pour un ordre d'idée, mais pour un prêt de 150 000 € en transmission reprise, hein, donc c'est la transmission d'une entreprise à un porteur de projet. Pour un prêt de 150 000 €, le coût, il serait approximativement dans les 2 300 €. Ce qui est plutôt compétitif par rapport aux autres sociétés de cautionnement. Mais là, je vous invite bien sûr à regarder quel est le prix des autres sociétés de cautionnement. Voilà un petit peu, je regarde si j'ai d'autres questions. Michael qui me demande si je serai au salon vendredi. Oui, j'y passerai très certainement en fin de matinée. J'ai Priscilla qui me demande combien faut-il plus ou moins d'apports pour être en accord avec notre projet crédible envers la banque. Alors, ça va dépendre effectivement du secteur d'activité, ça va dépendre du montant à financer aussi. Dans un ordre d'idée, mais là, bon, c'est un peu compliqué. Chaque projet est un peu différent, mais ça va dépendre du montant. C'est sûr que si vous me demandez 1 million d'euros et que vous avez 0 d'apport, bon, ça ne va pas être simple. À l'inverse, ça nous arrive des fois de financer des projets à taille humaine, 15, 20 000 euros, sans qu'il y ait forcément 15-20% d'apport. Ça peut être 1 000 euros, 1 500 euros, etc. Ça va dépendre du projet. Et après, pour les projets allez, on va dire entre 100 et 200 000 euros, on aime bien avoir 10, 15, 20% d'apport. Voilà, mais après, ce n'est pas rédhibitoire, mais ça vous donne un ordre d'idée. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je ne pourrais pas répondre malheureusement à toutes les questions parce qu'il va falloir… je vais essayer d'en prendre une dernière. Financement dans l'énergie solaire et garantie de revente au réseau sont-elles pris en compte? Alors là, je n'ai pas forcément compris toute la question, mais à la limite, je vous invite à venir nous voir sur le Salon Go. Pour pouvoir poser toutes les questions. Ça sera, je pense plus simple parce qu'après, il y a chaque type de financement, notamment dans l'énergie solaire, c'est un peu spécifique. Pour essayer de répondre sans complètement répondre, on sait faire. Hein, on a un canevas assez précis sur le financement de l'énergie solaire, mais c'est très normé. C'est très normé et il y a tout un certain nombre de démarches, de cahiers des charges à respecter. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à venir nous rencontrer au Salon Go. Je crois qu'on arrive au terme, effectivement, je vois l'heure défiler, on arrive au terme de cette intervention. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vous remercie de votre attention et écoutez, j'espère qu'on se verra au Salon Go vendredi. Passez une belle journée, à bientôt.